La partie review. La partie review. Où on va parler d'un mastodonte. On va parler des 3 tomes de l'abomination de Dunwich. Alors on va monter un peu la caméra. Hop. Voilà. Hop. On va parler de l'abomination de Dunwich. À cause des coffrets, j'achète pas les nouveaux Lovecraft, je commence à hésiter. Bah moi j'ai l'impression qu'ils ont abandonné l'idée des coffrets. Parce que là ils en ont 2 à sortir. Mais, je sais pas. L'abomination de Dunwich, donc, qui est un énorme classique de la mythologie Lovecraftienne, pour le coup. Puisque c'est l'un des bouquins où on aborde le bouquin légendaire du Necronomicon. Tout simplement. J'ai encore les codes barres qu'il faut que je retire. De quoi ça parle? On parle donc de Dunwich, qui est un petit village de consanguins perdu au fin fond des États-Unis, dans lequel vit une famille, un vieil homme, sa fille et son petit-fils, dans une bicoque issue d'une vieille bicoque où il se passe des choses un peu bizarres. Les villageois sont assez austères, mais lui est encore plus austère, il vit vraiment en autarcie. Bizarrement, il commande beaucoup de vaches, de bétail à d'autres villageois. Et on pense que c'est un vieux sénile, un vieux fou. D'autant plus que la famille, il paraît, serait une famille de personnes qui feraient des sacrifices nus à la tombée de la nuit, à certains solstices, qui seraient un peu timbrés. D'autant plus que la fille qui est seule, on ne sait pas comment elle a eu son enfant, est-ce que c'est son père qui l'a enfanté, donc au final est-ce que le petit-fils, son père, c'est son grand-père, ils savent pas trop, c'est une famille un peu sombre. Mais cette famille un peu sombre a une certaine spécificité, c'est que le petit-fils est un génie, et que, bizarrement, il grandit très très vite. Il se pourrait aussi qu'il cache quelque chose dans le grenier, chez eux, enfin bref. Toute une histoire qui se fait autour de cette famille. Et un beau jour, l'enfant qui est ici va contacter un universitaire pour avoir accès à ce fameux bouquin interdit, qui même dans l'université est un peu interdite. Et l'abomination de Dunwich commence là-dessus. En fait, on va suivre donc l'histoire, un peu l'évolution de cette famille, au travers des yeux de cet universitaire qui va être en lien avec. C'est très mal résumé, sûrement, mais en même temps c'est un peu difficile sans tout vous spoiler, vu que ça fait en plus que 3 tomes, de vous en parler. Donc je vais sûrement spoiler un petit peu plus, si vous voulez pas être spoilé, on peut se quitter ici. Sinon je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc en fait, cette famille est une famille qui, dans les générations précédentes, voue un culte aux anciens, donc qui sont les entités supérieures à l'homme dans l'univers de Lovecraft. Il y en a plusieurs types, plusieurs entités qui se battent entre elles, notamment, dans des failles spatio-temporelles, et qui peuvent parfois arriver sur Terre. C'est notamment aussi Cthulhu, dans le mythe de Cthulhu, qui est aussi donc du Lovecraft, et aussi un de ses anciens. Et notamment Cthulhu va même être cité dans celui-ci, vu qu'ils font tous partie de souvenirs, donc le Necronomicon, donc dans la mythologie de Abdul-Razak, de souvenirs dans l'univers, le personnage qui a écrit le Necronomicon.
Il y a vraiment un air giga malsain qui se détache de Dunwich. On te dit que la baraque, elle est puante, elle est gluante. Quand l'universitaire arrive, la créature qui est à l'étage fait s'effondrer une partie de la baraque et ça dégouline une sorte de pétrole visqueux. C'est vraiment abject dans la description de l'odeur. Ça pue le cadavre dans le truc. Vraiment, tu sens que l'univers malsain est vraiment bien retranscrit dans le manga. Et l'image rajoute en plus à cette nouvelle qui est déjà très dégueulasse pour le coup, Dunwich. Tout cet aspect sordide, horrible. Et qui marche vraiment bien. Donc en fait, les premiers tomes, on va un peu expliquer c'est quoi en quoi croit cette famille. D'où vient le garçon. Enfin, on te laisse sous-entendre que le garçon est pas normal. Il a fait des trucs bizarres. Les chiens, il lui aboie dessus quand il le voit. Le premier tome, ça va vraiment être une mise en place de tout cet univers très malsain. Ça va te mettre en place la folie, tout l'univers dérangeant, le début de ces problématiques de cette famille et qui essaye d'invoquer du coup cet ancien. Avec l'allégorie des corbeaux également. Alors, on va quand même regarder. Ouais, c'était tonique ici. Voilà, les rituels qui sont mis en place, etc. Et vraiment cette menace qu'est l'habitant du grenier. Et on commence à te mettre en place également les croisements entre les anciens et les humains, et ces humains qui sont au final, enfin, ces personnes qui sont au final des demi-entités, des croisements d'entités. Et donc on voit là typiquement l'enfant qu'on voit au début, qui est en fait croisé avec un ancien, et qui va grandir très très vite. Et donc cet universitaire qui est contacté par l'enfant va voir qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Quand il va voir la famille dans le premier tome, il y a quelque chose qui cloche. Le fait que cet enfant soit vraiment surdoué s'intéresse à des trucs très bizarres. Donc il veut accéder à ce livre interdit, qui est écrit dans une langue que peu connaissent en plus. Très étrange, qui parle de rituels, etc. Ça va être un peu la puce à l'oreille à cet universitaire. Et quand il va dire non à cet enfant pour récupérer le bouquin, cet enfant qui n'est plus un enfant en plus, va commencer à être violent. Et c'est là où vraiment l'intrigue va commencer. C'est pourquoi cet enfant voulait ça. Et c'est là où, au vu de l'universitaire, le paranormal va arriver. Parce que malheureusement, l'enfant va essayer de cambrioler une des bibliothèques universitaires dans lequel il y a un exemplaire du Necronomicon. Et il va se faire tuer. Et c'est là qu'il va découvrir que cet enfant est une abomination. Ça va être un peu après. Il va découvrir que c'est une abomination. Ça doit être ici. Perdu. C'est un peu après. Enfin, il va découvrir que c'est une abomination avec deux autres professeurs. Et à partir de là, ils vont décider qu'il va falloir combattre... Voilà, ici. Qu'il va falloir combattre ce mal. Ils vont commencer à s'intéresser à ce mal, à cet ancien. Et en déchiffrant le Necronomicon et les notes de la famille vivant à Dunwich, dont le père est mort à la fin du tome 1, que l'enfant vient de mourir tué, et dont la mère a disparu, ils vont être donc confrontés au paranormal et comprendre, commencer... Alors pas comprendre, parce que c'est aux frontières de l'imaginable pour eux, mais commencer à redouter cette chose, et à se dire qu'il va falloir la combattre, et donc ils sont perdus entre le rationnel de l'existence, finalement, et le paranormal de toute cette cosmogonie, je crois qu'on dit, de tout cet univers qui les dépasse. Et à partir de là, donc, ils vont commencer à comprendre, ils vont se rendre dans la famille, et comprendre qu'il y a un mal qui arrive, parce que à Dunwich, il y a un nouveau problème qui se pose.
c'est que l'entité qui était à l'étage de la maison de la famille s'est échappée, et c'est quelque chose qui est inconcevable pour les humains, à tel point qu'ils ne peuvent pas le voir, mais il y a une présence physique, et cette présence physique, en fait, va essayer de se manger, tout simplement, et va aller écraser des bâtisses dans Dunwich. Donc, les scientifiques, les universitaires savent qu'il y a quelque chose, et en plus à Dunwich, c'est la terreur qui règne, parce que le village est considéré comme perdu parce qu'une entité invoquée par la famille que tout le monde redoute, que tout le monde bannit, tout le monde sait qui sont des personnes très étranges, qui font des rituels sataniques, ce genre de choses, ont invoqué quelque chose et ils se croient entièrement perdus. Et donc, sur la moitié du deuxième tome, on a toute cette compréhension où il commence à découvrir, en effet, c'est quoi tous ces rites religieux. Sous cet ancien, il commence à essayer de comprendre c'est quoi cette entité, ça dépasse un peu leur entendement. Pendant qu'à Dunwich, voilà, il y a une entité qui laisse des empreintes, qui écrase tout sur son passage, mais elle est invisible. Et donc, comme le dit très bien ce nom de chapitre, cette malédiction donc doit être levée. Et donc ça va être toute l'intrigue du dernier chapitre. Ça va être comment ces scientifiques vont essayer de combattre cette engeance du mal et trouver un moyen de s'en débarrasser. Qu'ils vont réussir à trouver dans des récits, notamment dans des... Alors je crois que c'est dans le Necronomicon justement, qui disent comment révéler la bête. Voilà, bête qui, voilà, ouais, écrase tout sur son passage. Et donc la résolution du tome 3 qui est comment on arrive à combattre cette grosse bestiole. Et je ne vais pas vous l'ouvrir pour pas vous spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'abomination de Dunwich? Eh bah c'est goldé. On est vraiment sur une petite papette. On est vraiment sur un très très bon Lovecraft de base. Alors, j'ai lu la nouvelle il y a très longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'univers. Il y a eu une petite réécriture, je sais plus laquelle. Je sais que j'en ai beaucoup parlé chez des amis qui, pareil, ont lu le manga et ont lu la nouvelle. Ils m'ont expliqué, je sais plus à quel point ça a été réécrit, mais c'est qu'il y a un moment quelque part dans la nouvelle, un truc qui tient pas, et ici maintenant ça tient. Il y a quand même une certaine réécriture. C'est beaucoup moins raciste également. De ce qu'ils m'ont dit, parce que je vous dis, moi ça fait une dizaine d'années, ça doit être plus d'une dizaine d'années que je l'ai lu. Moins raciste, moins sexiste, ce qui est un peu le défaut de Lovecraft. C'était un homme de son temps, dirons-nous, dans des choses qui ne passeraient plus trop de nos jours. Donc c'est quand même ce petit travail de réécriture. Et puis bon bah, c'est le trait de Go-Tanabe, hein. Je ne vous apprends rien, bon, ça va faire le 6ème ou 7ème qu'on a maintenant en France. Bah c'est beau, mais il y a des gros soucis sur celui-ci. Sur les putains de double pages. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste, genre, les décaler et mettre un rectangle blanc au milieu, pour quand on fait ça, on a l'impression qu'on est toute la double page et que ce soit pas coupé en plein milieu. S'il vous plaît. Et ça, le travail d'édition sur surtout les Tanabe, en fait. C'est un peu le même problème. C'est que, du coup, les doubles pages, on n'en profite pas, elles sont coupées. Et pitié, en fait. Pitié, pourquoi? Est-ce que c'est si difficile de les décaler un tout petit peu plus entre elles? Avec un rectangle, enfin, une partie blanche, pour qu'on puisse vraiment apprécier la double page, et pas qu'on les coupe au milieu. Et ça, vraiment, ça m'a pas plombé ma lecture, parce que moi, franchement, j'ai apprécié ma lecture. Pour moi, c'est un des meilleurs Lovecraft qui est sorti dans la collection. C'est le plus long, aussi, du coup. Mais c'est vraiment classique de chez classique. C'est goldé. C'est une des meilleures histoires, comme je disais, on aborde le Necronomicon qui est une des figures, un des artefacts centrales dans la cosmogonie, dans le mythe, créé par Lovecraft.
Donc tout le côté narration, etc., c'est super cool. Mais du coup, côté fab, je suis très triste sur ces doubles pages. Peut-être qu'on en aura plus dans le deuxième. Je suis très triste sur ces doubles pages où bah finalement elles sont coupées au milieu et on profite pas. Alors que Tanabe, il a un talent incroyable pour les doubles pages. Et voilà, bah du coup c'est coupé au milieu. Et encore, celle-ci, ça va un peu. Mais c'est compliqué. Et c'est triste. Parce qu'on aimerait profiter entièrement de cette double page. Et que le support papier, il est mal pensé pour les doubles pages. Et donc on se retrouve, pour moi, c'est le gros problème. C'est que, au niveau de l'édition, ça c'est pas que c'est pas acceptable, mais que c'est si dommage, franchement. Je sais pas s'ils peuvent corriger ça. Typiquement sur celle-ci, on profite pas, quoi. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, bon, ça, c'est inhérent au style de Tanabe. C'est très beau. Mais alors, des fois, tu comprends rien à ce que tu regardes. Alors, dans un sens, tu comprends rien à ce que tu regardes, mais c'est peut-être aussi l'effet voulu. C'est que les entités, c'est quelque chose qui sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Et le fait de pas comprendre ce que tu regardes, c'est peut-être un moyen de faire penser à cet effet que tu as de l'indescriptible. Mais des fois, alors certes là tu comprends rien parce que c'est un amas de chair, de tentacules, qui s'entrecroisent et comment dire, se regroupent mais finalement ne font pas partie d'un tout. C'est quelque chose de... Voilà, même... Comment décrire ça? C'est très compliqué, pour le coup. Mais il y a des fois, bon, c'est juste... Tu comprends rien à ce que tu regardes. Typiquement, moi je vois ça... Moi j'ai du mal à comprendre ce que je regarde, quoi. Bon, c'est des lucioles. Ok. Mais il y a des pages, des fois, c'est tellement détaillé que tu comprends pas grand-chose. Typiquement, là, c'est juste des traces de pas dans un... qui ont écrasé une bâtisse. Mais c'est parfois très difficile à comprendre ce qu'il a dessiné. Et... Bon, c'est peut-être parce que je suis con, hein. Vous pourrez me dire dans les commentaires ou sur le chat. Elildor, tu es juste con, parce qu'en fait c'est très simple. Mais bon, moi des fois je comprends pas tout. Voilà, comme celle-ci, c'est dommage de l'avoir coupée au milieu, ici. Et des fois c'est sur des trucs très importants. Genre vraiment l'élément central est vraiment au centre et il est coupé, tu vois, avec la moitié, c'est dommage en fait. Quoi qu'il en soit, c'est une très très bonne lecture. Comme je vous disais, moi ça a été un de mes Lovecraft préférés. Je trouve que la couleur tombée du ciel est toujours au-dessus. Pour moi, la couleur tombée du ciel, c'est vraiment mon préféré. Il est très très court, donc il se lit vraiment... Alors, pas que la longueur soit un problème, hein, entendons-nous. La couleur tombée du ciel, vraiment, c'est un petit bijou. Que ce soit en nouvelle ou en manga. Un peu moins le film. Même si moi je l'ai trouvé rigolo. Mais... pour moi, vous pouvez sauter dessus. C'est clairement un Tanabe et un Lovecraft, du coup. Qui, si vous êtes fan d'horreur, de Lovecraft et du travail de Tanabe, faut pas passer à côté de celui-ci. Il y en a, typiquement, le Moloss, on pourrait passer à côté. Même les montagnes hallucinées. Qui, pour le coup, avait vraiment ce problème, les montagnes hallucinées, de on pige pas trop ce qu'on regarde. Pour moi, celui-ci, incontournable. De même que Cthulhu Innsmouth. C'est vraiment les trois piliers, pour moi, de la collection. C'est vraiment trois, en plus, nouvelles, pas légendaires, mais principales dans l'histoire de Lovecraft, qui ont inspiré beaucoup de choses, notamment dans le jeu de rôle. Même si le plus connu du jeu de rôle, l'histoire la plus connue, ça reste les Masques de Nyarlathotep, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais. Dunwich, Innsmouth et Call of Cthulhu, pour moi, c'est les trois principaux qu'il faut avoir si vous aimez bien, ça. Bonne nuit, Blood. Merci d'être passé. Et vivement le coffret. Bah, j'espère pour toi qu'il y aura le coffret. Je sais pas quoi dire de plus dessus, à part cette grosse déception au niveau de l'assemblage, finalement.
Je veux pas trop vous spoiler, gros coup de cœur encore une fois. Sinon on pourrait dire que c'est toujours un petit peu cher, mais bon. Le format est quand même... leur simili-cuir est quand même vraiment très cool. Hop. Et voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à partager, notamment dans les commentaires de la VOD. Ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pensez pareil de l'abomination de Dunwich. Et c'est ce qui va couper et finir les sujets du live de ce soir.